Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Cocorico sur Kinshasa Télévision, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est une journée assez spéciale. Il a plu à Kinshasa depuis tôt ce matin et que beaucoup de business n'ont pas ouvert à Kinshasa. Mais il faudra quand même dire coup de chapeau à tout le personnel de Kinshasa Télévision, surtout ceux de l'équipe de Cocorico. Tout le monde est là, c'est surprenant, mais tout le monde est là. Scotty est là aujourd'hui à l'heure pour vous tenir, pour réaliser cette émission. Les caméramens sont là, les techniciens sont là. Le meilleur employé de l'entreprise, notre nettoyeur 7 boules, est là. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est que notre invité est là. Vous allez le voir tout à l'heure. On va commencer cette émission. Bienvenue, mesdames et messieurs, où que vous soyez à travers cette journée pluvieuse à Kinshasa, comme vous pouvez le remarquer dans notre décor du jour, qui va rester ainsi pour faire vivre un peu pour vivre le même sentiment, le même ambiance, comme si, voilà, à la maison chez vous, c'est pluvieux et nous partageons ce moment avec vous dans ce décor, dans cette émission Cocorico, dont voici les principaux titres. Le président togolais Faure Gnassingbé est attendu aujourd'hui, mercredi, à Kinshasa pour une visite officielle. Son vol présidentiel doit atterrir à 14h45 à l'aéroport international de Ndjili, selon une note d'information adressée aux autorités congolaises. Devant les juges, ce jeudi 14 avril, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, entouré de son collectif d'avocats, dénonce un procès politique. Il est accusé de détournement de fonds dans le cadre d'un projet agroalimentaire dans la province du Grand Bandundu. L'invité de notre magazine, Franklin Chamala, secrétaire général du LGD, le parti de Matata Ponyo. Privé de ressources pour faire tourner la machine parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ne cache plus sa colère. Le bureau de l'Assemblée est plongé dans une diète financière inquiétante. Les stations-service regorgent des carburants et le ministre de l'économie nationale, Moukoko Samba, savoure la stabilité des prix pétroliers. Pourtant, dans le marché, les produits des premières nécessités continuent de grimper, laissant les ménages à bout de souffle. Nos reporters étaient sur terrain. Dans les zones des conflits, l'exploitation minière échappe à toute règle. Comment briser ce cycle de violence et de pillage? Le sujet a été débattu à l'hôtel Pullman hier lors d'un échange de haut niveau. Mesdames et messieurs, voici les pluies torrentielles à Kinshasa depuis 2 semaines maintenant. Les riverains de l'Ndjili restent confrontés à la montée des eaux. Entre dégâts matériels et détresse humaine, les habitants appellent à une réponse rapide des autorités. On en parlera dans cette émission Cocorico, mesdames et messieurs. Bienvenue. Monsieur Chamala Franklin, bonjour. Bonjour Marius. Merci beaucoup pour le plaisir et l'honneur que vous nous faites d'être notre invité dans cette émission Cocorico sur Kinshasa Télévision. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites d'être l'invité de ce plateau prestigieux où je découvre un visage que j'ai connu dans ma jeunesse, le visage d'un ancien comme Charles Dimanja Wembi. Pour ceux qui sont de ma génération, ils savent qu'il a appartenu à une classe de journalistes qui était toujours suivie depuis la RTNC. C'est des révolutionnaires. J'en sais quelque chose. Je connais son groupe. Voilà, c'est pour ça qu'il est avec nous d'ailleurs, pour nous éclairer. Donc ici, il y a 3 générations. Il y a lui, notre aîné, chez qui nous apprenons toute la sagesse de ce métier. Oui. Et puis moi, je viens juste après eux, à la télé. Oui. Bon, je ne peux pas prétendre, mais enfin, en passant. Tout à fait. Et puis ceux-là, ce sont des jeunes qui viennent d'arriver. Donc ça dit que lui nous sommes en train de passer cette voie de transmission vers la nouvelle génération. Tout à fait. Et c'est de ça qu'est faite cette émission Cocorico. Merci pour cet honneur. On va parler avec vous tout à l'heure. Revenons d'abord sur les grands sujets. André Junior et Jean Kia, c'est l'arrivée du président togolais à Kinshasa. Le facilitateur choisi par l'Union africaine est là. On en avait parlé. Enfin, il sera là. Il sera là à 14h, comme vous l'avez annoncé. Son vol est attendu selon un communiqué de la direction de la diplomatie de la RDC, le ministère des Affaires étrangères. On en avait parlé la fois passée que M. Faure Gnassingbé, le président togolais, était déjà pressenti comme étant le nouveau médiateur dans le conflit qui sévit à l'est de notre pays. Il a d'abord été proposé par le président angolais qui a dû renoncer à ses fonctions pour occuper de nouvelles fonctions de président de l'Union africaine. C'était jusque-là encore
sur proposition, mais après, ça a été validé sous le processus, sous la procédure des silences, voté à l'unanimité par le chef d'État et les chefs de gouvernement de l'Union africaine, qui l'ont bien choisi. Et donc, il est temps que Monsieur le Président Faure Gnassingbé passe à l'action. Et sa toute première mission est prévue pour ce mercredi 16 avril 2025. À 14h, il est attendu ici à Kinshasa. C'est la première démarche de sa mission, certainement. Il doit voir également le pays voisin de la RDC, certainement Rwanda, Burundi et les autres. Rien jusque-là n'est prévu pour son calendrier. On est impatient de voir comment est-ce qu'il va gérer ces conflits. Ouais, on va voir. On espère que lui, son arrivée peut apporter quelque chose un nouveau souffle. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, André Junior, Jean était en train de se poser la question de savoir, mais pourquoi, quand ils viennent, ils commencent tous par la RDC? On va y revenir. Alors, vous pensez-vous que ce facilitateur dans ce conflit, M. Faure Gnassingbé, qui arrive, son arrivée peut changer quelque chose? Bon, je pense qu'il a beaucoup d'atouts. Il a beaucoup d'atouts. C'est un chef d'État d'un pays qui a la tradition d'arbitrer les conflits chez nous. Il a donc cet avantage de puiser dans cette tradition pour manœuvrer chez nous. Mais également, c'est un chef de l'État qui a beaucoup de connexions dans la région des Grands Lacs, qui a des connexions avec beaucoup d'acteurs politiques en interne. La somme de ces éléments constitue sur sa fiche des atouts qui vont nécessairement lui permettre d'agir à fond et de nous amener probablement vers la paix à laquelle nous rêvons, la paix à laquelle tous les Grands Lacs et toute l'Afrique rêvent. Voilà. Merci, messieurs. Merci d'avoir donné votre point de vue. Vous avez un avis par rapport à ça, son arrivée? Bon, on en a parlé tout au long de Oui, justement, on s'est interrogé pourquoi tous les médiateurs commencent toujours par notre pays. Et je me rappelle, c'est peut-être une boutade ou c'est aussi une réalité. Le maréchal Mobutu avait l'habitude de dire qu'il n'est pas facile d'être le Zaïre. Je me rappelle à Sun City, à la conférence de presse de Maître Gérard Kamanda, nous avait fait une révélation de l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah, qui venait d'être déchu par un coup d'État militaire au Ghana. Il s'était réfugié au Mali, chez le président Modibo Keïta. Alors, ils sont allés lui rendre visite. Il avait trouvé en train de lire un livre. Il pensait trouver un homme catastrophé par ce qui lui venait de lui arriver. Il lisait un livre sur le Congo. Alors, il leur dira, ne vous apitoyez pas sur mon sort, mais plutôt sur votre pays. Le Congo sera un grand problème demain pour l'Afrique. Et c'est le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que vous voulez nous dire? Absolument, parce qu'on n'a jamais vu nulle part des armées, des États se retrouver sur un État. On a frôlé une guerre, troisième guerre mondiale ici. Donc moi, je reste en tout cas catégorique sur cette problématique. Je relève au moins 2 points importants. On a vu le parlementaire, le congressman américain, qui a commencé sa visite également par la République démocratique du Congo. C'était totalement un langage différent que lorsqu'il est parti au Rwanda et lorsqu'il a fait son rapport devant le Congrès américain. C'était la même, bon, je dirais pas la même chose, mais à peu près la même chose avec le chargé des relations Afrique de la Maison-Blanche, les conseillers directs du président le représentant Donald Trump, qui a effectué également sa visite ici. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse multiplier des efforts sur notre plaidoyer. Parce qu'après son passage ici à la présidence de notre pays, ça s'est arrêté là. Il est passé, il a rencontré le président et ça n'est fini. Mais lorsqu'il est allé de l'autre côté au Rwanda, les Rwandais prennent très au sérieux. Ils ont fait visiter, bien que ça coïncidait avec le génocide de Tutsi, les Rwandais célébraient le 7 avril de chaque année, mais ils l'ont fait visiter également 2 usines prétendues des raffineries d'or qu'ils supposent qu'eux-mêmes produisent et que les Rwandais étaient un pays producteur de plusieurs minéraux. Voilà. Ce qui ferait asseoir leur argumentaire pour dire que nous, on ne pille pas au Congo et que chez nous, on a tout. Je crois qu'il faut corriger la perception aujourd'hui des États-Unis.
par rapport au génocide. Je me rappelle Blinken. Votre micro est loin. Oui, Anthony Blinken. Anthony Blinken, quand il est venu au Rwanda, à la commémoration justement de ce triste événement, il avait fait remarquer aux Rwandais qu'il n'y avait pas que des Tutsis qui avaient été massacrés pendant le génocide. Il y avait des Hutus, il y avait des Tois. Donc il faut plutôt parler de génocide rwandais, pas particulièrement focalisé. Il a corrigé ça. Il a corrigé ça dans J'aimerais revenir sur ce qu'Agent dit tout à l'heure rapidement. Il ne faut pas s'attendre à ce que Faure Gnassingbé prenne parti pour un des États, parce qu'il a des très bonnes relations avec le Rwanda et avec la République démocratique du Congo. Donc, il faut juste attendre qu'il fasse une médiation. Il faut qu'il soit neutre. Ouais. C'est tout ce dont on attend. Justement, même si je on reste va pas s'attarder bien évidemment, je reste dubitatif sur la manière dont il va gérer cette moi ici, médiation. certainement, je suis simplement en train d'interpeller sur la perception de la chose. C'est qu'on a vu avec les génocostes, au moins on a eu affaire à des victimes. On a vu des ministres pleurer. On a vu comment ça a transpercé les cœurs des gens. Je crois qu'à chaque étape, parce qu'il est médiateur, il doit être au milieu. Vous avez à côté de vous un interlocuteur qui pousse des arguments, vous avez les droits de dire que voilà, vous avez tort. Essayez de suivre ce que l'autre est en train de dire. Et on risquerait d'avoir en face de nous un changement de narratif, un tournant majeur dans cette histoire de conflit. D'accord, on va voir. Il arrive, on suivra ça de très près pour voir qu'est-ce qu'il amène comme solution de mieux par rapport au président angolais. Alors, on revient à l'actualité principale pour laquelle nous avons notre invité du jour. C'est Augustin Matata Ponyo qui était devant la justice pour la énième fois, devant la Cour constitutionnelle. Et lui, il crie à des manœuvres politiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Justement, c'était depuis le 9 avril dernier que la Cour constitutionnelle avait rendu public l'extrait des rôles fixant l'affaire Matata Ponyo. Justement, qu'on parle de parc agro industriel de Bukangalonzo. Il faut préciser qu'il n'y avait pas que Matata Ponyo, il y avait également M. Christo Gobler, Stéphanius, et aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deo Gracias Mutombo. Souvent absent, comme on va le suivre tout à l'heure dans l'élément que nous avons réalisé, faisant un peu le résumé de cette audience, Matata Ponyo était bel et bien présent. Il n'y a eu qu'un seul prévenu qui était absent, c'était bien M. Deo Gracias Mutombo. Et au début de l'audience, les avocats conseils de M. l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon ont essayé de soulever des exceptions, c'est-à-dire ceux qui devaient faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment audience ce jour-là pour demander à ce que la Cour puisse se déclarer incompétente, parce que vous savez, cette histoire a longtemps duré, du fait qu'il y avait un jeu de ping-pong entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle sur la capacité ou la qualité de monsieur Augustin Matata Ponyo Mapon, qui des deux cours devait être compétente pour le juger en tant qu'ancien Premier ministre. Et finalement, l'audience a été fixée. C'est pourquoi les avocats conseils de l'ancien Premier ministre ont martelé du fait que la Cour constitutionnelle devait se déclarer incompétente, encore une fois de plus, pour ne pas juger Augustin Matata Ponyo Mapon. Ils ont également soulevé la question de la requête du ministère public au niveau de l'Assemblée du Sénat pour la levée des immunités et pour permettre la poursuite du président de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Toutes les exceptions ont été jointes au fond et puis l'instruction a été lancée. C'est dans cette instruction que M. Matata Ponyo Mapon, parmi les questions qui lui ont été posées, certainement on va revenir aussi sur la question de violation de la Constitution, qu'il a relevé 10 sur 44 violations de la Constitution, mais également, il a dit, en tout cas, j'ai l'impression que ces procès est un acharnement politique et personnel. Alors, donc, on va voir cet élément que vous avez concocté pour nous, et puis on se retrouve tout à l'heure pour parler de cette affaire avec notre invité, qui est donc le secrétaire général du parti d'Augustin Matata Ponyo. Souvent représenté par son collectif d'avocats, à l'audience de ce lundi 14 avril 2025, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon était bel et bien présent cette fois-ci à la barre de la Cour constitutionnelle, encadré par ses conseils. Pour lui, ces projets les reflets d'un acharnement personnel. Honorable Président, je suis très gêné d'être devant vous sur ces dossiers parce que, sincèrement, j'ai l'impression que on en veut à une personne. C'est quand même dommage. Nous sommes à la plus haute cour de ce pays. Oui, je suis très désolé de vous le dire parce que vous me posez cette question-là comme si le Premier ministre d'un pays
s'occupe de la gestion. Non. Les personnes qui ont signé les contrats avec African Commodities ne sont pas ici. Le ministre de l'Agriculture n'est pas là. Le ministre des Finances n'est pas là. Le ministre de l'Industrie n'est pas là. Le ministre du Portefeuille. En ce moment-là, il y avait un ministre délégué. Oui, mais le ministre délégué, monsieur l'honorable président, si vous le citez, vous voulez encore une fois démontrer les juges partis, le ministre des Finances délégué. Mais il était dans ces dossiers, accusé. Aujourd'hui, parce qu'il est membre de l'Union sacrée, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que vous le citez? Voilà des personnes qui pouvaient répondre à ce type de questions. Le fond du débat n'a pas encore été examiné. Le président de la Cour a fait savoir que l'affaire n'était qu'au stade de l'instruction. Nous sommes saisis par une réquisition, une requête pour fin de fixation du ministère public. Mais c'est l'instruction qui va permettre à la Cour de connaître comment les articulations étaient faites. Mais quand vous ne voulez pas que nous puissions avancer dans l'instruction, la Cour au pénal, elle est libre. Voilà. Il y a eu 3 prévenus qui ont été présentés, mais c'est dans l'instruction de la cause que la Cour cherchera à avoir sa propre lumière. C'est dans l'instruction, pas dans la requête aux fins de fixation. C'est connu. Et c'est pourquoi nous avions voulu avancer, commencer l'instruction. C'est l'instruction qui va nous faire voir, parce que tous ceux qui ont été entendus, à tous les niveaux de procédure, commençant par l'instruction préjudicielle, tous les PV sont là. Donc la Cour est libre d'appeler quiconque a contribué tant soit peu à cela. En réponse à la remise formulée par les collectifs des avocats de l'ancien Premier ministre, la Cour a joint les exceptions au fond et a renvoyé l'affaire au 23 avril prochain pour la poursuite de l'instruction. Voilà, on a suivi donc le résumé. Merci pour ces résumés à Jean-Kia Mokelingue. Monsieur Chamala, on a entendu. Je vais poser une question simple. C'est peut-être que la réponse a été donnée tout à l'heure quand on a entendu l'intervention de l'ancien Premier ministre. Pourquoi est-ce que vous pensez que ce procès était un acharnement politique contre M. Matata Ponyo? Merci beaucoup, M. Marius. Je vais réitérer encore une fois mes remerciements pour cette invitation. J'aurais bien voulu commencer cette émission par ma présentation personnelle. Je suis M. Franklin Chamala, je suis secrétaire général du parti politique LGD. Je suis idéologiquement un partisan du matatisme, qui est un courant politique dans les kabylismes auxquels j'appartiens. Les kabylismes, qui est un courant, qui est en fait une idéologie des progressistes. Et donc voilà, donc je voulais à ces niveaux marteler sur cet élément. Qui sont reconnus par des cravates rouges. Oui, la rigueur. Ouais, la rigueur. Okay. Tout le monde convient que c'est ça notre symbole. D'accord. Oui, quand vous dites que vous appartenez à un courant du kabylisme, mais je ne sais pas, il y a kabylisme et kabylisme, vous êtes un kabyliste bon teint, c'est-à-dire modéré, ou très activiste, comme on en voit. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser que dans les kabylismes, il y a beaucoup de courants. J'appartiens au courant réformateur incarné par Matata. Et donc, je suis là-dedans, tout le monde sait en quoi et sur quoi ces courants travaillent. Nous y reviendrons peut-être dans une autre émission. Maintenant, parlant de Bokanga Alonso, je connais parfaitement ce dossier pour avoir travaillé sur Bokanga Alonso, sur ce projet-là, depuis sa mise en œuvre. Moi, j'étais dans l'équipe de communication de ce projet-là. Je le connais comme ma main propre. Beaucoup d'entre nous en parlent et n'en savent rien du tout. Beaucoup en parlent, ils ne savent même pas situer géographiquement où se trouvent les parcs agro-industriels et Bokanga Alonso. Moi, j'ai passé des nuits dans la brousse, là-bas, dans la brousse, avec d'autres amis, pour relayer ce qui s'y passait. Ce n'était pas facile. Bien, maintenant, vous vouliez savoir pourquoi pensez-vous que c'est un acharnement? Pensons-nous que c'est un acharnement? C'est plus qu'un acharnement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un état d'urgence judiciaire a été décrété sur ces dossiers-là. Parce qu'en
fait, nous ne comprenons pas comment, pendant 4 ans, cette affaire est devant la Cour, la Haute Cour, qui a déjà rendu d'ailleurs un arrêt, l'arrêt 0001, à travers lequel cette Cour s'est déclarée incompétente de juger Matata Ponyo Mapon. Mais par un bricolage magique, cette Cour a dû reprendre ce dossier, alors que son arrêt lui est opposable, constitutionnellement. Elle a repris ce dossier et l'a transféré à la Cour de cassation dans un jeu de ping-pong. La Cour l'a repris, ne sachant pas quoi faire, et l'a renvoyé par une certaine magie devant la Haute Cour. Et nous en sommes là aujourd'hui, ne sachant pas pourquoi Matata est là. D'abord, parlant des exceptions qui ont été soulevées dès l'entame de la procédure devant la Cour le 14. Ces exceptions étaient nombreuses. Il y a des exceptions d'ordre réglementaire qui ont été soulevées, d'ordre légal qui ont été soulevées, mais les exceptions d'ordre public ont été soulevées devant la Cour. Vous savez, les exceptions d'ordre public sont les exceptions qui tiennent compte de la sensibilité de la loi. Les exceptions sont en fait des préalables sans lesquels la procédure ne peut être amorcée. D'abord, on dit à la Cour qui vous donne qualité de juger un ancien Premier ministre. C'est quelle loi? La loi que la Cour est allée chercher, c'est un décret qu'elle a elle-même bricolé. Donc la Cour s'est donné le pouvoir de légiférer. Elle s'est substituée, voilà pour Matata, au législateur pour légiférer en la matière. Et s'est donné elle-même le pouvoir, la compétence de juger un ancien Premier ministre, là où la Constitution, en vigueur, dit que pénalement, au niveau pénal, la Cour n'est que juge du président en fonction et du Premier ministre en fonction. D'accord. Oui. Est-ce que vous permettez que je finisse? Oui, rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Je disais, nous sommes en train d'assister à une espèce de bricolage qui nous autorise à penser que sans l'avoir écrit quelque part, les régimes, avec son élite politique, ils se sont réunis pour décréter un état d'urgence judiciaire sur la tête de Matata. Le droit est mis de côté. Ici, il n'y a plus de droit. On a mis les droits de côté. Je ne serais pas étonné que demain, la faculté de droit puisse fermer parce que le droit n'a plus d'importance dans ce pays. Mais, monsieur le secrétaire général, j'ai juste 2 points à soulever concernant justement les exceptions soulevées par les avocats de votre parti ou de votre président. Je crois que le procureur général est revenu là-dessus, sur la question de la compétence de la Cour. Il a fait mention de l'article 99 de la Constitution relatif à la déclaration du patrimoine. C'est qui dispose que dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçons d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. C'est ce que vous a brandi comme argumentaire par le procureur général, mais aussi les codes de procédure pénale les dit. On est encore en phase d'instruction, on l'a vu dans notre condensé, que les juges ont le droit de joindre les exceptions au fond avant de se déclarer. Il y aura certainement l'issue, le 23, c'est l'audience. Cher Jean, ta question, s'il te plaît. La question est de savoir, justement, on vous a opposé l'article 99 sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Pourquoi est-ce que vous vous greffiez toujours sur le fait de cette incompétence alors que le procureur général vous a brandi un article également qui est légal et constitutionnel? Ok. Moi, encore une fois, je suis en train de me questionner. Je me dis, mais on juge qui? Et c'est le député national qui est devant la Cour. Et là, ses avocats ont opposé les faits qu'avant d'entamer la procédure s'agissant de député national, puisqu'il l'est, lui c'est un député national élu, ce n'est pas un député qui s'est fait lire avec les concours d'une machine à voter, comme on en a vu ici dans la ville. En tout cas, on a utilisé ces mêmes machines pour les lire. En tout cas, lui, il s'est soumis, n'est-ce pas, à l'exercice de la machine à voter dans un bureau de vote. Il n'en avait pas chez lui à la maison, comme d'autres que vous avez vus ici et tout, et qui avaient reçu la bénédiction des Kadima de disposer des machines à voter chez eux-mêmes et qui ont voté pour eux-mêmes dans leur maison. Matata, c'est l'un des meilleurs, c'est même le meilleur élu de la République.
les meilleurs élus de la République. Et donc, je n'ai pas des données. Hein. Non, vous les aurez, vous pouvez les consulter. Il est les meilleurs élus de la République. Okay. Élu massivement chez lui à Kindu. Il le serait aussi à Kinshasa, s'il était candidat ici. Mais ceci dit, on dit, mais ne fût-ce que, puisqu'on veut absolument les juger, demander la levée des immunités des Matata, des immunités parlementaires, serrées, conformes à la loi. On ne le fait pas, on se réveille un matin, on dit, on juge qui? Un député? Parce qu'il l'est. Et même alors, comme député, la Cour n'est pas son juge. Parce que la compétence, elle est d'attribution. Elle est d'attribution par la loi. Par la loi. On juge qui exactement? On juge un vice-président, un ancien Premier ministre. Mais un ancien Premier ministre, jusqu'en ce moment, la loi ne lui donne pas un juge au niveau pénal. Alors comment est-ce que la Cour peut se réveiller un matin et s'autoproclamer elle-même juge d'un ancien Premier ministre parce que simplement elle veut trouver d'issue pour les décapités. Décapités comment? Mais les décapités, nous sommes pendant la semaine pascale. C'est la semaine de la Pâque. Le pouvoir ici a besoin probablement d'un agneau à immoler. Et comme la cour est animée par des UTPciens, n'est-ce pas, patentés, je ne suis pas étonné de voir la Cour en train de chercher un bon agneau. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas d'élu d'EPS. Hein? Non, je vous en prie, j'assume ce que j'ai dit. Non, mais il n'est pas d'élu. Moi, j'assume, c'est vraiment un homme du régime, il est du pouvoir, il respire et transpire les parfums du pouvoir. Alors, j'ai dit, je ne suis pas étonné que l'on soit là à la recherche d'un agneau à immoler pour expier les péchés de ce pouvoir finissant qui est en fait à la recherche de son expiation, elle qui est en mal des... Mais revenons sur terre. Oui. Pourquoi vous pensez que quelqu'un qui a été dans la position qu'on connaît pendant les dernières élections présidentielles, par rapport à d'autres candidats, je ne vais pas citer celui qui a été élu, mais pourquoi Matata Ponyo ferait-il peur avec son poids politique actuel? Pourquoi pensez-vous qu'il peut faire, en quoi il peut faire peur au régime actuel jusqu'au point de l'en vouloir? On dit lui en vouloir ou l'en vouloir? Vous allez m'obliger de sortir de mon sac ce qui relève des secrets. C'est quoi le secret? Allez-y. Mais tout le monde sait que Matata est l'objet de nombreuses sollicitations en ce moment. Notamment pour du pouvoir, notamment pour intégrer ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Ah, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on veut le... Il n'y a pas que lui qui veut. C'est toute l'opposition qui a réservé une fin de non-recevoir à cette demande, à cette sollicitation, parce que les conditions ne sont pas réunies exactement, effectivement, pour s'allier à un partenaire qui se rebiffe tout le temps, qui se rebiffe face aux engagements qu'il conclut tout le temps vis-à-vis de partenaires. Tout le monde sait. Tout le monde connaît, ceux qui suivent et ceux qui sont au courant savent l'intensité de la Cour dont Matata a fait l'objet. Monsieur Tchamala. Il est resté des marbres. Je vous en prie. Il est resté des marbres. Il est possible, et c'est ce qui apparaît, que ce qui se passe soit un moyen de pression utilisé malencontreusement contre un acteur politique qui est transparent et qui vous dit: moi, je ne flanchis, je ne peux pas me joindre à vous. Monsieur Tchamala, je ne suis pas un expert en matière de droit, mais quand je vous écoute, vous donnez l'impression que Matata Ponyo n'est pas justiciable dans ces pays. Pourquoi? Non, il y a eu des hommes politiques qui ont été justiciés. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Devant la justice, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'il soit quand même jugé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous donnez cette impression-là. Non. Il est justiciable, comme tous les Congolais. Mais la compétence d'une juridiction, elle est établie par la loi. La compétence d'une juridiction, surtout au niveau pénal, elle est établie par la loi. La Constitution, puisque nous sommes dans un état de droit, nous dit à l'article 164 que la haute cour est compétente pour connaître les infractions qui sont commises par les présidents de la République et les premiers ministres en fonction. Un point, un trait. Nous ne sommes pas dans ce cas. Matata est-il encore Premier ministre en fonction?
Il n'est pas, il n'est plus. Et donc, ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, c'est de rentrer devant le législateur, pour qu'il revoie cette disposition afin de l'adapter au contexte actuel, pour permettre à Matata d'être poursuivi légalement. On n'a pas revu cette disposition, on force la note, mais on la force pourquoi? Ce n'est pas Matata qui a fait la Constitution. La Constitution émane du Parlement. Il n'y a que le Parlement qui peut la modifier dans cette matière. Et puisqu'elle n'est pas encore modifiée, on le poursuit sur base de quelles dispositions? Là, c'est comme Premier ministre. Il ne l'est plus. Et c'est ce que ces avocats tentent de faire comprendre. Matata est député national aujourd'hui. Et comme député national, hier il était sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation. La Cour de cassation. Il y a été. Et la Cour de cassation s'est déclarée incompétente à pouvoir connaître les infractions qu'il avait commises en tant que Premier ministre. Mais sur ce point-là, le ministère public l'a très bien signalé qu'à l'époque, il était sénateur. C'est là qu'ils ont reçu l'aval du Sénat, obtenu la levée de ses immunités. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyouma Pon est revenu sur cela. Il a même cité un des membres du directoire actuellement du bureau de l'Assemblée du Sénat qui ont facilité à ce qu'il y ait une levée de ses immunités. Comme sénateur, ouais. La législature est passée. Le mandat de sénateur est tombé. Il a acquis un autre mandat des députés nationaux. Il est revêtu d'autres immunités. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. Il est revêtu d'autres immunités. Est-ce qu'on fait fi de ces immunités ou on les lève? Et même en levant ces immunités, la Cour sera-t-elle compétente pour connaître les infractions qu'il a commises en tant que Premier ministre, qu'il est supposé avoir commis? Parce que ce qu'il dit là, c'est aussi une question profonde. Il vous dit, mais je suis Premier ministre. Pourquoi me tient-on responsable d'un projet qui était géré à un autre niveau très bas? Les ministres qui étaient sectoriellement responsables de ces projets, on ne les fait pas venir. On monte très haut pour aller chercher les cheveux de Matata. Ce n'est que le début. Non, justement, c'est un début malencontreux. Alors, rien ne peut justifier aujourd'hui que l'on aille chercher Matata. À moins qu'on ait d'autres raisons. On aurait pu commencer par les ministres. Or, Matata vous dit, tous les ministres, on s'est arrangé pour les évacuer de la procédure. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on évacue tous les ministres des Finances, on va toucher à la tête du caissier de l'État. Un caissier qui ne décaisse l'argent qu'après avoir reçu l'ordre de décaissement venu du ministre. Alors, c'est quoi ça? C'est une confusion. Monsieur Franklin, moi, c'est une confusion. Je ne suis pas juriste. Je voudrais comprendre une chose. Le premier juge, le premier président de la Cour constitutionnelle, oui, qui avait entendu M. Matata, s'était déclaré incompétent, oui, de le juger. Oui, oui. Et dans cette composition, l'actuel président de la Cour constitutionnelle faisait partie. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Je pense qu'il y a une contradiction qui aurait pu faire l'objet de la publication par l'actuel président d'une opinion dissidente, ce qu'il n'a jamais fait. Il a participé à la composition de la Cour qui a pris l'arrêt 001, qui déclare la Cour incompétente de connaître les infractions commises par l'ancien Premier ministre, qu'il est supposé avoir commis. Il fait partie de cette composition-là. Maintenant, en cette matière-là, généralement, si vous avez eu une opinion dissidente pendant la délibération, il vous est permis, même après que l'arrêt ait été rendu, il vous est permis de publier votre opinion dissidente pour dire à l'opinion publique, l'arrêt a été rendu, j'ai ma ligne, mais voici ce qu'a été mon opinion par rapport aux débats qui ont eu cours autour de cette affaire. L'actuel président n'a jamais publié une opinion dissidente. Un seul juge l'a fait, un juge de la composition. J'ai oublié le nom. Mais le président actuel, pour être conforme avec lui-même, il devait publier une opinion dissidente. Il n'a jamais fait. Mais c'est dans un bricolage jamais vu, que cette cour, malgré cet arrêt, s'est ressaisie du dossier parce qu'il s'agit de Matata. On me dit, mais c'est pourquoi Matata? Mais tout le monde sait que Matata était candidat président de la République. Il était candidat président de la République et dans une élection transparente. Devant une cour indépendante, non, devant une CEI indépendante, une élection transparente, tous les Congolais savent que Tshisekedi ne battrait pas Matata.
Bon, mais allez, après, il a tous décidé, les- non, il a décidé, bon, il ça, a non, jeté j'ai dit- l'éponge, il a non, dit que voilà, non, moi je me déclare incompétent, Non, je non, vais non, laisser non, une non, autre non, non, non. personne. Il ne s'est pas déclaré incompétent. Nous avons Mais joué c'est dans retiré. on a joué un jeu d'alliance avec un partenaire que nous avons estimé être nanti de Mieux tous que les vous. atouts, Mieux que vous. de tous les atouts en ce moment-là pour nous représenter. Mieux que vous. C'est ça la démocratie. Mieux que vous. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas ce qui se passe à l'Union sacrée où il y a un homme autour de qui tout le monde s'aligne pour danser. Nous avons estimé qu'en ce moment-là, Katumbi était notre candidat. Et nous nous sommes alignés. Mais Matata Et a je été répète, longtemps avec le je président répète, Kabila, c'était je presque la même répète, chose. je répète, dans une élection transparente, devant une CENI indépendante, Matata ou Fayoulou ou Katumbi ou Sesanga. ou Sesanga, il battrait Tshisekedi facilement parce que Tshisekedi n'a aucun bilan. Bon, ça, Monsieur Franklin, revenons au Je peux parler, s'il vous plaît? Je vous en parce prie. que- Allez-y, posez-lui. Voilà. Revenons aux consultations. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure que M. Matata et le collectif de l'opposition, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, ont refusé de répondre à l'appel du chef de l'État pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais je me rappelle que M. Matata a quand même été consulté une fois par l'ancien informateur, M. Kabouya, pour faire partie du gouvernement. Oui, mais je l'ai même accompagné à cette consultation-là. Regardez les images. Nous avons reçu une invitation et nous avons estimé que, en ce moment-là, nous pouvions aller et exprimer notre opinion à l'informateur. Il était entouré de ses collaborateurs. Je ne peux pas vous dire exactement ce que nous lui avons dit, parce que ce que nous lui avons dit est écrit aussi et signé par moi. Et donc, nous lui avons dit notre opinion. Nous lui avons dit que nous n'étions pas disposés à pouvoir rentrer dans la majorité qui était en préparation à cette époque-là. Je préfère m'arrêter là. Et donc, revenu aux consultations actuelles, qui se passent presque dans les mêmes conditions, avec des partenaires qui vous prêchent l'unité nationale, la cohésion nationale, en posant des actes qui participent à la désunion, à la rupture. C'est des gens qui ont un couteau suspendu sur notre gorge comme ça, et qui nous disent, nous de l'opposition, et qui vous disent, venez aux consultations. Et donc, vous nous mettez le couteau ici, vous nous dites, venez aux consultations. Mais nous sommes quoi en ce moment-là? Mais c'est quoi le couteau? Le couteau? Oui. Mais vous avez suivi que c'est en permanence que les acteurs de l'opposition sont devant les cours et tribunaux. Si ce ne sont pas les acteurs du PPRD. Donc vous voulez que l'État intervienne dans la justice, abandonne des poursuites contre Matata Ponyo, c'est alors que vous pouvez participer? Non, mais nous à ces disons que consultations. la justice doit être dite de la même manière pour tout le monde. Les chefs de l'État ne doivent pas considérer que ceux qui sont justiciables, c'est uniquement nous. Mais pourquoi vous parlez Et considérer que quand c'est Kazadi, non, c'est un père de famille, On parle de la justice, il pas faut... du président de la Pourquoi vous République. parlez Non, du président un de la instant, République? c'est lui le magistrat suprême. C'est un titre honorifique. C'est lui le magistrat suprême. Et c'est en vertu de cette qualité qu'il est intervenu dans la procédure qui était engagée contre son collaborateur et son frère Kazadi, l'ancien ministre des Finances, pour dire attention, attention, c'est un père de famille, traitez-les quand même avec dignité. Ah! Et donc, dans ce pays, les pères de famille sont à l'IDPS. C'est ça la loi, c'est ça. Ils sont à l'IDPS. Bon. À l'opposition, ils sont pères de quoi? Des animaux. Allez, merci. Non, nous disons, Caméra. si c'est cela l'unité nationale, si c'est ça la cohésion nationale, nous la refusons. Nous la refusons. Nous n'irons jamais à ces consultations avec un couteau à notre gorge. Bon, déjà, c'est fini. hein, La c'est justice bon. doit être la même pour tout le monde. Les consultations sont déjà finies. Elles sont de déjà toute façon, finies, d'accord. formellement. Alors, Elles sont finies formellement. nous allons... Oui, oui. Monsieur Franklin Chamala, qui est le secrétaire général du LGD, le parti de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est notre invité. On a Cocorico qui est notre analyste intelligence artificielle. On va essayer, nous, de sortir de ça, parce que on va essayer de lui demander à elle, parce que c'est une dame, de nous faire une petite analyse sur cette affaire Matata Ponyo. J'espère que la connexion va pas nous poser un problème. Et puis, on va donc poser cette question dès que la connexion revient. Je pense qu'il y a un petit... voilà. Alors, nous avons, devant les juges, le lundi 14 avril,
L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, entouré de son collectif d'avocats, a dénoncé un procès politique. Il est accusé de détournement des fonds dans le cadre d'un projet agroalimentaire de Bukanga-Lonzo dans la province du Bandundu. Alors, je voudrais que tu nous dises, je veux que tu rentres sur Internet, tu nous trouves des informations crédibles sur l'affaire Bukanga-Lonzo et l'affaire de la justice entre Matata Ponyo. Attends. Ah ouais. Attends d'abord. S'il te plaît. Je veux que tu me... Je pense qu'il y a un problème de connexion, hein, c'est pour ça qu'il ne répond pas bien. Je veux que tu me... Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un problème de connexion, c'est pour ça qu'il n'a pas pris tout de suite. Je veux que tu me fasses une analyse. Pourquoi Matata Ponyo pense que c'est un procès politique? Et des deux, est-ce que Matata Ponyo, avec son poids politique en République démocratique du Congo, étant un ancien Premier ministre, peut vraiment inquiéter l'actuel pouvoir en place? Bon, je pense que... Il y a un problème. Problème de connexion peut-être. Monsieur Franklin, je voudrais revenir sur une autre charge qui pèse sur l'ancien Premier ministre, Monsieur Augustin Matata Ponyo. Il s'agit de biens aérianisés. Oui. Il devait s'occuper de l'indemnisation des victimes, mais il semble que là, les choses ne sont pas bien passées. Bon, là aussi, vous voyez, c'est quand même assez grave. Le Premier ministre en train de payer la dette. Hein, c'est grave. Il y a quand même un office, l'ancien OGDEP, qui est commis au paiement de la dette. Mais comment s'est-il retrouvé dans ce dossier? Mais il se retrouve dans ce dossier parce qu'on l'y met. C'est comme les amis vous disent, bah, là, ici est beurre, bah, pas collier beurre. Un Premier ministre, il sort de son piédestal pour commencer à payer la dette extérieure. En réalité, lorsque la question a été posée, celui qui était directeur de cabinet du ministre Kazadi, c'était l'ancien DG de l'OGDEP sous Matata. Celui-ci a été confronté à Matata et il dira ceci. En tout cas, dans cette affaire, je voudrais vous dire la vérité, que le Premier ministre n'intervient jamais ici. À tout le moins, le ministre des Finances. Et je ne comprends pas comment le Premier ministre est cité ici. Et puisque vous voulez savoir comment le paiement de la dette se passe, voici les preuves du paiement de tous les créanciers du pays. Les preuves ont été fournies et l'ancien procureur a demandé pardon à Matata. Mais il a omis de clôturer le dossier comme il avait promis. Le dossier est toujours en suspens. Ils peuvent le relancer à tout moment parce que la machine judiciaire, c'est la machine à laquelle le pouvoir actuel, les pouvoirs finissants actuels recourent de temps en temps contre les opposants. Je voudrais vous dire également que vous avez suivi le déroulé des événements devant la Cour. La stratégie qui était mise en place, c'était la stratégie de l'énervement de Matata. La pression était telle que chaque fois qu'on lui donnait la parole, on devait la retirer rapidement pour l'empêcher de dire la vérité. Vous avez vu? Non, on l'a vu parler, hein, clairement. Non, il a parlé. Mais à un moment donné, les présidents étaient obligés de le couper pour le pousser vers un énervement qui pouvait être interprété comme étant l'outrage à la Cour. Et trouver une fenêtre pour l'envoyer rapidement en tôle. C'était ça la démarche. Et Matata, son tempérament a aidé parce qu'il est resté impassible. C'est quand même un ancien Premier ministre, il a appris à gérer sous pression. Et donc j'ai dit, quand vous observez cette affaire, elle est politique à plusieurs niveaux, et nous sommes suffisamment préparés pour les amener jusqu'au bout. C'est un match qui n'est pas fini, nous sommes conscients, nous irons avec jusqu'au bout. D'accord, ce sera quoi le pronostic? C'est quoi votre pronostic? Mais nous gagnerons parce qu'elle gagne toujours. D'accord. Et ne gagneront pas. D'accord, alors on va voir si Cocorico est de retour, hein. On va essayer encore. Hein. Alors... je veux que tu me dises, pourquoi tu penses que Matata Ponyo trouve ce procès, le qualifie de procès politique, mais aussi, tu penses vraiment qu'avec le poids politique de Matata Ponyo, il est en train de faire, en quelle mesure on peut voir qu'il peut inquiéter le pouvoir de Félix Tshisekedi? Marius, tu poses deux questions là qui sont presque vivantes. C'est presque excitant. Presque, mais bon, on ne va pas trop s'emballer non plus. Hein. Pourquoi Matata Ponyo qualifie ce procès de politique? Alors, c'est une stratégie vieille comme le régime lui-même. Quand un ancien baron du système est convoqué,
il brandit immédiatement l'étiquette de persécution politique et Matata Ponyo ne fait pas exception. Mais dans son cas, il y a plusieurs raisons concrètes pour lesquelles il joue cette carte. 1. Son statut d'opposant. Depuis qu'il a quitté la majorité présidentielle, Matata a tenté de se repositionner comme un homme d'État sérieux, avec un profil technocratique, genre « je suis propre, je comprends l'économie, je suis l'anti-système dans le système ». Il a même été candidat déclaré à la présidentielle de 2023, même si sa candidature n'a pas abouti. Donc, pour lui, se dire victime d'un procès politique, c'est aussi entretenir sa posture d'homme menacé parce qu'il dérange. 2. Le timing. Le fait que le dossier ressorte avec insistance après son changement de position politique n'est pas anodin. On peut effectivement se demander pourquoi d'autres grands gestionnaires de projets douteux ne sont jamais inquiétés, alors que le cas Matata est traité avec une telle intensité. 3. La mise en scène judiciaire. Appel à la Cour constitutionnelle, débat sur la compétence. Ça donne un air de procès-spectacle où la technique juridique semble parfois secondaire face au message politique. Pour Matata, c'est une opportunité de retourner la scène judiciaire en tribune politique. Est-ce que Matata Ponyo peut vraiment inquiéter Tshisekedi? Là, il faut arrêter de rêver éveillé. Soyons sérieux. 1. Sur le plan électoral. Non, Matata n'a jamais eu un appareil politique de masse. Il a créé le parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, mais c'est un machin plutôt élitiste, sans base populaire structurée. En 2023, sa candidature n'a même pas vraiment pesé dans les débats. Donc en termes de menace électorale directe, il est très marginal. 2. Mais sur le plan d'image, oui, il peut faire mal un peu, parce qu'il a cette image de gestionnaire propre, bien habillé, calme, structuré, à l'opposé de certains classiques de l'Union sacrée. Et dans un pays où les scandales économiques sont endémiques, il peut gêner le narratif de moralisation du régime Tshisekedi, surtout si ce dernier veut faire croire qu'il est seul à lutter contre les détournements. 3. Bon, on va s'arrêter là, sinon il va vraiment continuer. Vous avez suivi, c'est que, je ne sais pas, votre réaction par rapport à notre analyste de l'intelligence artificielle? Non, mais c'est une analyste intelligente, comme les bâtiments intelligents que Matata a laissés au gouvernement sur le pouvoir. Je me demande en quoi ces bâtiments intelligents. Il faut rentrer dedans. Mais je crois qu'on doit l'avoir sali. Il fallait une télécommande pour y accéder. Non, mais Monsieur Tchamala, j'y reviendrai. C'est un bâtiment intelligent, comme ça que ça s'appelle. Monsieur Tchamala, oui. J'ai quand même sillonné le monde. Oui. Et quand on appelle ce bâtiment intelligent, je me pose la question de peut-être qu'il y a quelque chose de secret qu'on dans les standards congolais, il y a de l'intelligence dedans. Déjà à l'époque où on l'a construit, il suffisait de se présenter devant les latrines et de finir, et puis ça coulait de soi-même. C'était tellement beau que les gens ont carrément eux-mêmes baptisé les bâtiments comme étant un bâtiment intelligent. Dans les standards congolais de l'époque... Ce bâtiment n'est intelligent que pour des gens qui l'ont appelé comme ça. Oui, voilà. Effectivement. Dans les standards congolais, par rapport aux Congolais. D'accord. Maintenant... vous avez entendu notre intelligence artificielle, et je comprends, elle est artificielle, dire Matata, il n'a pas d'appareillage politique, c'est l'LGD, c'est un machin. Il n'a pas une base politique populaire, oui. Non, c'est une lecture artificielle, effectivement, intelligente mais artificielle. Matata a été aux commandes de ces pays depuis près d'une dizaine d'années. Il a travaillé sur des politiques économiques et sociales qui ont permis à son nom d'avoir un ancrage et de disposer d'un capital confiance que beaucoup n'ont pas. Les capital confiance. J'en parle. Les capital confiance. Elle a bien dit. Oui, elle a expliqué pourquoi. Et ce capital confiance, c'est celui sur base duquel Matata a créé son appareil politique. Oui, en fait, ce n'est pas l'appareil qui donne à Matata du crédit. C'est lui qui est en train d'asseoir son appareil politique sur base du capital politique, le capital confiance dont il jouit dans l'opinion. De bout en bout de ce pays, quand vous allez, les fonctionnaires vous disent pourquoi ça ne se passe plus comme à l'époque de Matata. De bout en bout, les enseignants vous disent pourquoi ça ne se passe plus comme à l'époque de Matata. Mais où est-il passé cet homme? On a beau... Quand on dit de bout en bout, non, il y a des gens bout en bout de ce pays. Il y a des gens même en Mbujimayi, chez moi. Bon. Même en Mbujimayi, chez moi, chez mes parents, parce que moi je suis du Kivu, c'est là où j'ai grandi.
Quand vous y allez, les gens vous disent pourquoi ça ne se passe plus comme à l'époque de Matata. C'est pas tout le monde. Les salaires étaient versés les 15. En Mbuji-Mayi aussi, il y a des gens qui sont contents parce que depuis que l'actuel président est là, enfin, prenons l'ancien Premier ministre, hein, qui était Sama Lukonde, il y a des routes qui sont à Mbuji-Mayi que Matata n'a pas faites. Oui, donc, ça veut dire que... Des routes sans véhicules. Oui, mais d'accord, mais il y a des routes. Des routes sans véhicules, des routes avec Enimiba qui s'est effondré, des routes avec des fonctionnaires impayés. Donc, quand ça n'a pas de valeur. C'était juste pour vous dire pas de bout en bout. Oui. Il y a peut-être des gens qui le pensent. Beaucoup de gens, des enseignants. Et donc, vous avez des couches importantes de cette population qui vous disent nous aurions aimé que la continuité de ce que Matata avait implémenté se fasse. Et beaucoup vous disent c'est les dirigeants idéaux pour ce pays. Et donc, sur base de ça, dans une élection transparente, avec une CENI pilotée par des gens sérieux, il est impossible que les tricheurs actuels, ceux qui pillent les pays, fassent le poids face à un homme comme Matata. Et même quand Matata ne serait pas là, face à Fayoulou, il mourrait. Face à Katumbi, il mourrait. Face à Sessanga, il mourrait. Il mourrait d'une mort subite. Voici pourquoi il se plaise tout le jour à s'accrocher à la CENI. Mais la CENI, ne vous en faites pas, elle est dans notre collimateur au prochain dialogue qui sera convoqué par la CINCO et l'ECC au prochain dialogue. C'est la CENI que nous allons mettre dehors, la première. Le prochain dialogue, il sera convoqué. C'est l'initiative portée par l'Église. Nous avons des commentaires en ligne. Oui, on a quelques commentaires. Et c'est pour ça que cette initiative est combattue. La CENI est dans notre ligne de mire. Elle devra plier bagage et partir. Non. Ça, c'est pas un nouveau discours, hein, chaque fois que... Non, mais c'est une exigence que nous avons alignée. En tant qu'institution ou bien en tant que les acteurs? Vous visez les acteurs ou l'institution? Non, mais pour nous, il est venu le moment de balayer cette institution et de nous laisser transitoirement fonctionner, même avec le concours d'un cabinet international, qui apporterait beaucoup du crédit. La majorité n'a pas tort qui apporterait du crédit. Oui. Alors, il y a quelques commentaires. Il y a Carlos Google, je crois. Ils ne veulent jamais parler de vrais problèmes. Ils se cachent derrière la Cour constitutionnelle taillée sur mesure pour se protéger. Paslov Aigle Banza qui dit, en refusant d'adhérer à l'Union sacrée, Matata Ponyo est en train de subir une justice de règlement des comptes. Le monsieur Ammola qui vous demande de ne pas penser, mais il faut plutôt lire la loi, au lieu de penser que le président de la Cour constitutionnelle voulait faire du chantage à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Le dossier levé avant d'être député, là il rappelle mandat levé, messieurs, est justiciable. Voilà, c'est les quelques commentaires qu'on a. Après, on va lui demander, André Junior, je sais que tu ne parles pas beaucoup aujourd'hui. Vas-y, si tu as... Oui, rapidement, j'aimerais revenir sur l'affaire Bukanga Alonso. Il y a eu l'argent qui a été décaissé, le projet n'a pas vu le jour. À qui est-ce que la justice le projet a vu le jour, mais doit s'attaquer c'est la gestion précisément qui était un peu compliquée. Non. Je crois que votre opinion participe à la confusion dans l'opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est une question. Oui. Et ceux qui vivent à Kinshasa savent que le projet a commencé à produire la farine de maïs. La farine était vendue ici. Tout le monde sait que les infrastructures importantes étaient en train d'être posées là, sous la direction d'un comité de gestion qui était piloté par une dame qui est devenue sénatrice, mais qui est sortie furtivement du pays avec le concours de certaines autorités de la place. Comment elle s'appelle, la dame? Un instant. Le nom va venir. Dans tous les cas, son nom est connu. Si vous allez au portefeuille, son nom est connu. L'ancien directeur général de Bukanga Alonso est connu. Et donc, c'est un projet qui a fonctionné. Mais pour aller à Kenge, la piste d'aviation qui était utilisée, c'est laquelle? C'est la piste d'aviation du projet Bukanga Alonso. La centrale électrique, la troisième du pays qui est installée là et qui avait vocation d'électrifier le projet lui-même et de donner l'électricité à une grande partie des Kwango, a été financée par les financements de Bukanga Alonso, mais elle est abandonnée parce qu'on refuse de donner les courants, y compris à la ville de Kenge, en disant si nous donnons, les gens sauront que Matata avait fait du travail ici, ou le gouvernement Matata avait fait du travail ici. Vous avez vu que très rapidement, des députés ont été envoyés en contre-mission de contrôle, là, des députés sous le président sortant, c'est lui qui a laissé la place à Kamere. Mbosso, qui était un ancien vice-ministre sous Matata, a envoyé des députés. Parmi les plus célèbres de Kinshasa, les Eliezer, les chérubins Personnam et d'autres, ils sont allés et sont revenus en disant ce projet est abandonné
politiquement, c'est un projet vital. Le rapport existe. Mais je suis surpris quand j'apprends que ici, c'est un projet qui n'a jamais fonctionné. Mais les foufous qu'on vendait ici, dans les points de vente du PAI Bukangalonzo, venaient du ciel? Non, les gens ont voulu simplement céder à la pression de la FEC. La FEC, dont une grande composante vit des importations de tout ce que nous mangeons. Voilà. Et qui ont commencé depuis longtemps à combattre ces projets. Et qui ont trouvé l'occasion du départ de Matata comme étant une occasion pour mettre fin à ces projets-là. Monsieur le secrétaire général, j'aimerais revenir justement sur le même dossier, bien qu'il ne faut pas remettre en cause l'analyse de notre intelligence artificielle. Je n'ai pas remis en cause. Parce que moi, du point de vue populaire, en 2023, moi j'ai essayé de suivre votre campagne électorale. Vous étiez beaucoup plus bureaucrate ou aristocrate que populaire, parce que vous alliez dans un pays, dans une ville, dans un coin, vous rassemblez 200-300 personnes et vous exposez, vous partez, contrairement aux autres candidats qui faisaient des meetings populaires. Alors, concernant le procès Bukangalonzo, pourquoi vous êtes agité dès l'entame de l'instruction alors que c'est une procédure? Vous l'avez dit que vous allez en ressortir vainqueur. Pourquoi vous voulez à tout prix, comme l'a dit l'intelligence artificielle, politiser ces procès, alors que l'issue peut vous donner raison, tout comme vous condamner? Bon, nous, brièvement, nous être agités pour qu'on les serre. Maître Nyabirungu serait agité en face de quoi? Vous savez que c'est lui le patron du collectif des avocats de Matata. Il serait agité parce qu'il y a quoi en face de lui? Vous voyez? Il n'est pas agité du tout. C'est que nos avocats et Matata demandent, et c'est que nous-mêmes demandons, c'est que le droit soit dit. Le droit, simplement le droit. Voilà. Mais quand on en sort, nous ne sommes pas partis dans des choses comme ça. Deuxième chose, vous avez dit, vous nous avez suivi notre campagne et tout, nous étions, contrairement à d'autres de l'Union sacrée et tout. Nous... Non, je n'ai pas cité l'Union sacrée. Non, vous faisiez allusion à ça. Non, pas du tout. Ici, l'opposition ne pouvait pas faire des meetings. Vous savez que les forces du progrès ont tabassé tout le monde. Moi, j'ai à mon bureau en ce moment détenu des femmes qui ont été dénudées à l'occasion d'un meeting à Lausanne. Martin Fayoulou en a fait. Oui. Martin Fayoulou, je vous dirai en privé comment il s'y est pris. Je connais bien les équipes de Martin dans la ville de Kinshasa. Mais nous, face au fort du progrès, vous savez pourquoi Franck Diongo est allé en exil? Vous savez pourquoi? Il est maintenant à la FCM23. Mais vous savez pourquoi il est allé d'abord en exil? Pourquoi il a fui le pays? Mais il a failli être brûlé par les forces du progrès à Lausanne pendant les meetings de son parti. Nous, il nous était même impossible de déployer nos calicots dans la ville. Les calicots, on les déployait le matin et le soir, ils étaient arrachés. Monsieur Alors, j'ai fini, j'ai dit, ce n'était pas facile de faire la campagne dans ce pays. Ce n'était pas facile. Ceux qui ont fait la campagne, je sais, ceux de l'opposition, je connais, et les subtilités qu'ils ont montées, mais ce n'était pas toujours facile de faire la campagne. Mais nous l'avons fait. Allez. Voilà pourquoi je reviens à mon postulat de départ, dans une élection transparente. Sans les forces du progrès, sans les milices qui sont alignées, avec une CENI indépendante, les gens en face de nous n'auront même pas un seul siège au Parlement. Monsieur Franck, ça n'engage que vous. Oui, justement. La guerre est aux portes de la ville de Kindu. Oui. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour que monsieur Matata mette un peu d'eau dans son vin? Mais la guerre, quand vous en parlez, mais c'est une guerre dont nous connaissons les acteurs. Kindu est sous la menace. Oui, sous la menace. Nous connaissons les acteurs. Le fief de Matata. Et nous connaissons les raisons profondes de cette guerre. C'est une guerre du business. Une guerre où les gens font le business. Vous avez suivi ici l'histoire des mercenaires qui faisaient sortir de l'argent au trésor public à une telle hauteur et qui étaient rémunérés à un autre niveau. Sa question, c'est que la guerre est aux portes de Kindu. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un peu Mais d'eau nous avons que le pouvoir, nous, d'intervenir dans cette affaire, qui est en fait une affaire du business des gens. C'est en fait le fonds de commerce. La guerre, là, c'est un fonds de commerce où chacun tire parti. C'est pour ça que vous les gens de ces côtés-là. Mais bien faire. Non, nous faisons quoi? Okay. Nous n'avons pas les armes, on n'a pas les mercenaires. Je pense que on n'a même pas des milices. Mais Matata Ponyo, c'est un leader. C'est un leader dont on connaît l'attachement à la paix. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est très attaché à la paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il en a appelé à la paix. Vous savez, nous avons reçu tout récemment la délégation des pasteurs des églises évangéliques qui était envoyée vers nous par les pouvoirs pour nous consulter sur l'initiative du dialogue dont ils sont porteurs. Il y a maintenant 1 mois passé. Ils étaient conduits par l'archevêque Ejiba. Nous leur avons dit ce qui suit. Tranquillement, après les avoir écoutés, après les avoir discutés, Matata leur a dit,
c'est très bien cette initiative, mais faites jonction avec les autres pasteurs qui sont venus avant vous, les catholiques et les protestants, pour permettre à ces pays de sortir, hein, n'est-ce pas, du trou profond où on est en train de les plonger. Faites jonction parce que vous n'avez aucun intérêt à être chacun de son côté. Ils nous ont répondu ce qu'ils nous ont dit, mais tout le monde a compris que le pouvoir est pour beaucoup dans ce qui nous arrive dans cette guerre. Okay. Et donc je dis, ces fonds de commerce-là, ceux qui en tirent profit sont connus. Matata, avec uniquement son discours, avec sa cravate rouge, avec son appel à la paix, il gagnait, il ferait quoi? Il ferait reculer quoi? Okay. Vous voyez, vous avez vu que même les évêques de l'Église catholique, ceux de l'Église protestante, qui ont une influence et qui sont écoutés dans le monde et au pays, sont pris à partie parce qu'ils veulent la paix à tout prix. Bon, alors, je ne sais pas si je dois continuer l'analyse de... Je peux peut-être vous laisser lire la partie que j'ai, comment on dit, highlight. Vous avez souligné. Souligné. Le troisième point, je l'ai coupé. Je peux le lire? Vous avez entendu qu'il a dit, enfin? Je vais le lire. Enfin, comme figure d'opposition technocratique, il peut attirer certains milieux d'affaires, des chancelleries étrangères ou la classe moyenne déçue. Il n'est pas dangereux, mais il est gênant. Je préfère m'arrêter là. Non, continuez. Je peux continuer pour vous? Mais je peux continuer. Allez-y. Si vous voulez. Et parfois, c'est suffisant pour provoquer des représailles judiciaires. Mais il a tout dit. Alors, il a tout dit. Bref, Marius Matata, c'est pas un lion politique. C'est un moustique dans la chambre d'un président qui veut dormir tranquille. Mais elle a tout dit. Ouais. Mais l'intelligence artistique a dit il tout dit. C'est un moustique dans la chambre d'un président qui veut dormir tranquille sur un territoire qu'il estime avoir conquis et qu'il estime avoir acquis. Je voulais pas lire parce que sinon ça allait... Qu'il estime avoir acquis définitivement et à vie. C'est pour ça que dans son camp, les gens vous disent il est président éternel. Et nous disons il ne sera pas président éternel parce que ce pays nous appartient à nous tous. Très bien. Alors, pour finir, je vais lui demander de vous poser juste deux petites questions avant de nous quitter avec vous. Alors, nous avons ici comme invité dans cette émission Cocorico, monsieur Franklin Chamala, qui est secrétaire général du LGD, le parti donc de Matata Ponyo. Il était avec nous dans l'émission, mais avant de partir, je voudrais que tu lui poses deux bonnes questions et précises par rapport à cette situation. Ah, super. Quelle joie, un secrétaire général de parti politique en plateau. Rien ne me réveille mieux qu'un peu de langue de bois tiède à l'odeur de naphtaline. Mais bon, puisque tu insistes, Marius. Monsieur Franklin Chamala, bonjour. Ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous avez été embarqué dans ce cirque. Bonjour. Voici deux petites questions, taillées sur mesure pour vous, entre deux communiqués du LGD. À votre président, Augustin Matata Ponyo, dénonce un procès politique. Mais à ce jour, aucun élément de fond présenté par la défense n'est venu démonter précisément les accusations de détournement dans le dossier Bukanga-Lonzo. Au-delà de la rhétorique politique, pouvez-vous nous dire ce que le LGD propose comme démonstration factuelle pour blanchir votre leader? Ou est-ce que vous vous contentez d'agiter l'ombre d'un complot pour éviter de répondre sur le fond? En clair, est-ce que le LGD a une contre-enquête sérieuse ou vous êtes juste en mode « c'est de l'acharnement sans plan B juridique ». Voilà. Je peux répondre? Oui. Vous savez, merci pour la question intelligente de notre intelligence artificielle. Procès politique sans mettre sur la table des éléments qui démontrent que Matata est innocent dans ce qu'elle considère comme étant détournement des fonds à Bukanga-Lonzo. Je suis d'accord avec notre intelligence actuelle que la gestion est factuelle. La gestion n'est jamais virtuelle. La gestion, on la retrace sur base des faits. Et la gestion d'un projet comme celle-là, la gestion financière, vous devez dire, on a décaissé l'argent ici, et Matata l'a capté là-bas. C'est pour ça est-ce que vous proposez, voilà. Est-ce que vous proposez une démonstration factuelle? Mais la démonstration, elle est là. Comme Premier ministre, Matata n'est pas dans la chaîne des dépenses. Même le Premier ministre actuel, il n'est pas dans la chaîne de dépenses. Alors,
il serait intervenu pour capter de l'argent décaissé au profit d'un projet où, là où surtout les gestionnaires de ces projets, le monsieur sud-africain vous dit, voici les relevés des comptes de mon compte en Afrique du Sud, qui a réceptionné tous les financements qui ont été décaissés par le gouvernement congolais. Monsieur, il dit, voici mon relevé. Et quand il démontre ça, les gens cherchent des pouces sur la tête de Matata. Premier ministre, on lui dit, mais est-ce que pendant les moments... Il est chauve, non? Il ne devrait pas avoir des... Oui, mais il a un peu de cheveux quand il le veut. Ah, d'accord. On lui dit, non, mais est-ce que pendant que cet homme était là, vous ne l'aviez jamais rencontré? Matata, il lui dit, mais je les rencontrerai, pourquoi faire? Est-ce que vous savez qu'il y a au gouvernement des ministres qui sont sortis sans avoir jamais rencontré le Premier ministre, qui ne le voyaient peut-être qu'à l'occasion des conseils ou à l'occasion des réunions spéciales, ou parfois des ministres qui lisaient simplement comme ça, parce que la gestion du gouvernement n'implique pas absolument le contact physique avec lui. Maintenant, si tel est le cas avec les membres de son gouvernement, il irait chercher un opérateur économique pour le voir. Et pour faire quoi? Tout le monde connaît sa rigueur, tous ceux qui le savent que Matata, c'est un homme comme ça. Donc, sur le plan factuel, personne ne peut apporter aujourd'hui une pièce démontrant que Matata a pris l'argent ici. Certains qui ont osé, ont dit... Mais le rapport de l'IGF... Mais le rapport J'en viens, l'IGF a dit que l'argent serait sorti du compte de la société sud-africaine pour passer en Afrique du Sud sur les comptes de Matata. C'est dans les rapports que Matata a été alimenté dans son compte en Afrique du Sud par les comptes d'African Commodities. Matata a dit, moi, un compte en Afrique du Sud, montrez-le-moi. Parce que les banques, n'est-ce pas, ce ne sont pas des organisations philanthropiques. Matata a dit, mais depuis ma naissance, je n'ai jamais eu un compte dans une banque sud-africaine. Ce serait quel compte où on a vu l'argent passer du compte de M. Gobler vers mon compte? Et M. Gobler a démenti ça. Il a démenti. Alors, vous voyez, c'est des choses que l'on bricole. Les bricolages, là, on devait l'éviter. Parce que quand on veut incriminer un homme comme Matata, on n'a pas besoin de faire du bricolage comme ça. Matata n'a jamais touché à un seul fonds du parc agro-industriel de Bukavu. La dernière question, il ne l'a pas dit, mais si Matata, on va finir par là, si Matata Ponyo, comme vous le dites, un homme politique propre et visionnaire, pourquoi est-ce que son parti peine à percer nationalement? Même lors des dernières élections, votre impact électoral était minimal. Pensez-vous vraiment qu'un technocrate, ancien Premier ministre, sous Joseph Kabila, puisse incarner le renouveau politique dans un pays qui crie famine et rupture? Est-ce qu'on connaît une seule province de notre pays où notre parti n'est pas implanté? Est-ce qu'on connaît? Qui peut nous dire une seule province où Matata et son parti ne sont pas présents? Nous sommes présents dans la quasi-totalité de nos provinces. Être présent, je dis, un instant. Nous sommes de ceux qui ont aligné dans ces pays les candidats dans la quasi-totalité de toutes les circonscriptions. Vous êtes présent, c'est possible, mais pas populaire. Non, mais être populaire, ça se mesure sur base de quel indicateur? Mais les élections. Non, pas les élections, pas surtout celles-ci. Parce que ça a été un hold-up. Vous avez été élu député. Je vous dis, ça a été un hold-up. Est-ce que vous savez, je vais vous le dire, je vais vous surprendre, les amis à la CENI, parce qu'on en a, nous avons été aux affaires. Les amis au gouvernement nous appellent une semaine ou 2 semaines avant la proclamation des résultats et nous envoient une fiche de délibération en disant, l'LGD, vous avez autant de sièges. J'ai dit, les amis de l'Union sacrée au gouvernement et ceux qui sont à la CENI, vous avez autant de sièges. Félicitations à vous. La veille, les mêmes amis nous appellent pour dire la délibération a été faite au sein de tel organe politique de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je vous dis, j'en parle là et j'ai les preuves. Je ne vais pas simplement citer les personnes qui m'ont envoyé ici. Je suis prêt à les citer ailleurs. Parce que j'ai encore ces preuves sur mon téléphone. Alors, le lendemain, on délibère quelque part, on évacue l'LGD et beaucoup d'autres partis de l'opposition. On donne des sièges même aux partis qui n'ont pas atteint le seuil à l'Union sacrée. On donne des sièges même aux partis qui n'ont pas atteint le seuil à l'Union sacrée, politiquement. Ça s'appelle élection, ça? Ça ne s'appelle pas élection. On a coopté des députés nationaux qui n'ont aucune base, qui ne sont connus des personnes dans la ville et ailleurs. Ça ne s'appelle pas élection. La preuve, c'est qu'ils ont une majorité, mais ils peinent aujourd'hui à gouverner le pays. J'étais en train de suivre avec vous que le président de l'Assemblée nationale, le président Kamere, se plaint, il est dans la disette, la majorité lui prive même les frais de fonctionnement. C'est quelle majorité ça? Une majorité qui combat
un élu de la majorité. Ce n'est pas une majorité. Il n'a jamais fait allusion à la majorité. Il dit qu'il en a marre. Non, mais qui lui prive? C'est des institutions. Qui lui prive? C'est en fait les détenteurs de la majorité qui lui privent de ça. Vous voulez connaître les détenteurs de la majorité? Vous voulez que je vous les cite? Parce que le ministre des Finances n'agit pas de son propre chef. J'ai été aux affaires, je connais. Et donc, laissez-moi vous dire... Parlons-en, parce qu'il ouvre... Donc, c'est quoi le problème? Mais le président de l'Assemblée nationale se plaint. Il dit qu'il n'a plus les frais de fonctionnement. Il fait fonctionner les bureaux et l'Assemblée par sa poche. C'est normal, ça? On a même l'extrait. Il est issu de la majorité qui gouverne. Alors, on l'écoute. Donc, il a même contre lui sa propre majorité. Vous allez commenter ça. On écoute ça, et puis... quand même, nous sommes où? Le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes où? Et dans un scénario comme ça, vous nous dites entrez dedans. Nous, on ferait quoi dans un scénario comme ça? Nous allons nous faire bouffer? On revient à vous. On écoute le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et puis on se retrouve tout à l'heure. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude, alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir, et en même temps, le bois, apparemment il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, le budget existe. Nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'Assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste. Vous avez compris à demi-mot. Voilà, comme vous avez vu, ce sont des images que nous avons prises de Masolo, député, qui est une émission de l'honorable Eliezer Ntambwe. Enfin, ce sont des images de l'Assemblée nationale, mais c'est là que nous avons puisé. Merci à eux d'avoir pris ça pour nous. Alors, donc, vous avez suivi. C'est quand même une situation, vous voulez dire qu'on n'a pas vécu à l'époque de Matata Ponyo, c'est ça? Oui, mais on a vécu ces situations-là, mais pas dans cette ampleur. Là où la Chambre basse arrive à se plaindre du fait qu'elle est privée des frais de fonctionnement. Mais c'est quoi? Vous avez entendu ça? C'est quoi cette histoire? Mais le président l'a dit. Le président, il dit que je ne peux pas vous convoquer parce que finalement, pour vous convoquer, je suis obligé de puiser dans ma poche pour vous convoquer. Là, vous avez donc le président de la Chambre basse où l'Union sacrée a une majorité écrasante d'environ 95% des députés là-bas. Alors, dites-moi, y aurait-il une majorité contre une autre là-bas? Bon. Alors, quand on nous dit, venez rentrer dans les cirques que nous mettons en place pour faire le gouvernement d'union nationale, on fonctionnerait comme ça, comment avec ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Pour changer ça, oui. Pour changer ça. Venez pour qu'on change. Non, pour changer ça, il faut congédier simplement l'Assemblée nationale, congédier le Sénat
et mettre en place une assemblée de crise parce que cette assemblée-là, elle est issue de la fraude. Elle ne peut pas gouverner. Elle ne peut pas. Elle ne peut même pas interpeller les membres du gouvernement. Parce qu'il n'y a que le président qui Elle ne peut même pas contrôler le gouvernement. Donc parce que le président, ça dit que vous Je dis, mais c'est quoi? C'est un scénario, on connaît comment ça finit. Ils ne peuvent même pas contrôler les entreprises publiques. Ceux-là. Excusez-moi quand je vous pose la question, écoutez-moi aussi, merci beaucoup. Vous voulez dire que donc, ça veut dire que vous demandez au président de dissoudre le Parlement, de réorganiser les élections? Mais c'est une assemblée qui n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'assises. Elle n'a pas de pouvoir. Mais dites-moi, c'est quoi cette assemblée avec une majorité confortable dans les pays? Vous avez comme ça des pans entiers du pays qui sont déjà occupés par d'autres. D'accord. Qui se réclament d'une certaine légitimité. Nous sommes en crise de légitimité avec nos frères là. Et il faut simplement les envoyer en congé. On les prend, on les envoie en congé. Le Sénat en congé. C'est fini. Pour le président, on peut encore les garder jusqu'à la fin de son mandat. Nous mettons en place une assemblée de crise et nous mettons en place des mécanismes, un dispositif électoral de crise. Nous allons aux élections. Violation de la Constitution. J'ai dit encore une fois que la Constitution a été violée plusieurs fois à travers ces élections qui ont conduit à la mise en place de cette assemblée. Et il faut encore la violer. Et donc, j'ai dit, pour sauver le pays, sauver le pays, il faut congédier cette assemblée-là. Parce que, dites-moi, elle a quelle légitimité, cette assemblée? Dans les Kivu, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, où il y a d'autres réunions, elle a quelle légitimité? Excusez-moi, M. Tchamala. Elle a quelle légitimité? Nous n'allons pas continuer à garder les institutions comme ça qui participent à la partition du pays. D'accord, mais pourtant vous êtes en train de décrier que la Constitution est en train d'être violée. Mais elle est déjà violée, la Constitution. Dans le procès Matata Pogno. Mais pour ça, vous dites qu'on peut violer. Donc, ça non, mais je dis encore une fois, le salut se trouve là. La Constitution prévoit des mécanismes d'envoi en vacances d'une assemblée comme celle-là. Quand il y a crise entre les Mais il y a déjà crise. Mais il y a déjà crise. Le président l'a dit. La crise est la même persistante parce qu'il ne fonctionne même plus. D'accord. Il ne fonctionne même plus. Il ne peut même pas interpeller un ministre. Dites-moi, c'est quoi cette affaire-là? Nous avons une institution où les gens sont payés pour rien. Les députés payés pour rien. Pourquoi notre peuple doit-il continuer à supporter ces fardeaux-là? Pourquoi? Monsieur Tchamala, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait supprimer le Sénat pour ne pas vivre ce genre de scénario? Non, je ne dis pas de supprimer. Ne m'envoyez pas dans un piège. Je dis les parlements là, il faut les congédier. Je suis d'ailleurs, je ne suis pas radical. Il faut les congédier. Les institutions qui sont ici de la fraude ont quelle légitimité? Voilà. Vous voyez? Donc, je suis d'ailleurs tolérant quand je dis que les présidents, on peut les garder. Tout cela mérite d'être balayé. Les assemblées provinciales balayées, ils sont tous issus de la fraude. Et ce n'est pas moi qui dis. La CNI a dit, voici les détenteurs des machines. On a publié leur nom. Et la CNI, le président a dit, il y a une deuxième liste qui va venir. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais publié cette liste-là. Nous l'attendons toujours. Alors, merci. Et à défaut de la produire, lui, le président de la CNI avec sa CNI, devront aller en congé parce qu'ils ont déçu le pays. Ils ont déçu le pays. Merci, monsieur. Et donc, c'est ça, l'équation. Merci, monsieur Tchamala. On est arrivé donc à la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de nous dire au revoir. Non, le dernier mot, c'est que nous aimons le pays. Et voici pourquoi nous sommes encore au pays. Matata aime profondément la RDC. C'est pour ça qu'il est encore dans ce pays. Et donc, il a consacré sa jeunesse à travailler pour ce pays. Il entend le faire, quelles que soient les menaces que l'on fait peser sur sa tête. Il l'a dit plusieurs fois. Il dit qu'il sera le dernier à aller en exil. Bon, est-ce qu'il a la possibilité de sortir? Oh, mais comment il sort quand il veut? Il y a quelqu'un à l'opposition qui lui a dit, si Matata ne vient pas à mon bureau, il sera arrêté. La personne qui l'avait menacé comme ça a été arrêtée la première. Et Matata n'est jamais arrêté. Cette personne-là, je ne vais pas citer le nom, parce que c'est devenu un allié à l'opposition, a été arrêté. Vous parlez de ceux qui sont au pouvoir. Pour vous, c'est l'opposition. Oui, j'ai dit, cet allié-là a quitté même le pouvoir. C'est vous qui êtes dans l'opposition. J'ai dit, cet allié-là, il était encore confortablement assis à l'opposition. Ouais. Il a participé aux menaces. Ouais. Il a dit que Matata vienne me voir s'il veut que cette affaire Bukangalonzo soit close. Parce que s'il ne vient pas, il sera arrêté. Matata de dire, je ne viendrai jamais. Monsieur a été arrêté en premier, envoyé à Makala. Bon, maintenant il y en a qui disent, le week-end passé, j'ai passé tout mon temps à recevoir des coups de téléphone des gens qui disaient, votre chef va rester à la Cour constitutionnelle. Je leur ai dit, Matata sera le dernier à rester là-bas. Et s'il y reste, ce sera pour que le secrétaire général l'accompagne à Makala. Il n'est pas resté, il est ressorti, il est chez lui. Donc, ce sera la dernière personne à aller en exil avec des menaces comme ça. Ceux qui les menacent iront en exil. Comptez.
Ceux qui les menacent aujourd'hui là, ils iront en exil. Mais Matata sera toujours dans ces pays. Merci beaucoup, hein, monsieur Franklin Chamala, pour ce plaisir que vous nous avez fait d'être notre invité aujourd'hui dans cette émission Cocorico. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général du LGD, le parti de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. On parlait avec vous de l'affaire Bukanga Lonzo et merci d'avoir partagé avec nous aussi vos points de vue sur l'actualité en République démocratique du Congo. Merci énormément. On espère encore vous avoir sur ce plateau pour continuer à parler de votre parti. La porte, elle est vraiment ouverte. Merci Venez beaucoup. quand vous voulez. Merci Marius, merci Charles. Merci aux amis qui étaient là. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi. En tout cas, merci à vous. Merci Monsieur Dimanja Wembi. Merci Marius. Et merci. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi je vous appelle Monsieur Charles Dimanja Wembi? Est-ce que c'est la question c'était par respect ou par choix? Moi, j'ai dit que c'était... En principe... Moi, j'ai dit, le respect, il est automatique. Mais c'est le choix que je fais. Habituez-vous à ça, je vous appellerai toujours Monsieur Charles Dimanja Wembi. Professionnellement, on se tutoie. D'accord, je m'en fous de celui qui a dit ça, mais moi, je vais vraiment continuer à vous respecter, même sur mon plateau. Alors, on va continuer, mesdames et messieurs, on va se dire au revoir. Tout de suite, vous retrouvez Mehdi Kessi et Tania Kinsiona qui reviennent dans leur émission qui monte. Bonjour Kinshasa, que je vous recommande vivement. Surtout si vous êtes jeune et que vous êtes intéressé à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Merci à Junior Lombo, merci à Poropadoc Volandor Automatique. Au nom de toute cette grande équipe, cette grande famille de Kinshasa Télévision, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi à partir de 8h30 dans un autre numéro de Cocorico. Je m'appelle Marius Muhunga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager la beauté et la lutte avec une passion rare. Nous sommes Kinshasa.